En 1961, une tablette d'argile a été découverte dans les ruines de l'ancienne Sumer, une tablette qui n'aurait pas dû exister. Les archéologues l'ont trouvée enfouie sous des couches de sédiments datant de plus de 4000 ans, près de l'ancienne ville de Nippur, dans le sud de l'Irak. Les symboles gravés sur sa surface étaient écrits en cunéiforme, la plus ancienne forme d'écriture connue. Lorsque les chercheurs ont enfin traduit le texte, ils ont découvert quelque chose qui n'avait absolument aucun sens pour une civilisation qui n'aurait jamais quitté la Terre. La tablette contenait des descriptions détaillées de la structure interne de la Lune. Pas de mythes ni de poésie, de véritables descriptions architecturales. Des chambres avec des mesures, des passages avec des orientations spécifiques, des matériaux aux propriétés pouvant être testés et vérifiés, et le plus troublant, c'est qu'elle décrivait une immense entrée à la surface de la Lune qui ne devrait pas être visible à l'œil nu. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les Sumériens savaient exactement où elle se trouvait. Si vous souhaitez découvrir d'autres explorations approfondies de l'histoire interdite et des mystères anciens que les médias grand public ne traitent pas, abonnez-vous. J'aborde ce sujet chaque semaine, et la prochaine fois, nous analyserons les textes égyptiens qui décrivent des machines volantes avec des spécifications si précises que des ingénieurs modernes ont tenté de les construire. La tablette en question est répertoriée sous la référence VAT 1772 au Vorderasiatische Museum de Berlin. Il ne s'agit pas d'une découverte marginale. Elle se trouve dans l'un des musées archéologiques les plus respectés au monde, authentifié par de nombreux experts, et datée au carbone 14 au début du deuxième millénaire avant notre ère. La chaîne de conservation est documentée, la provenance est vérifiée, il s'agit d'un artefact sumérien authentique. Le problème, c'est ce qu'il dit. Selon la traduction réalisée par le Dr Hermann Hilprecht en 1903, puis réexaminée par Samuel Kramer en 1944, la tablette contient ce que les Sumériens appelaient la tablette des destinées. Mais ce fragment particulier ne traite pas de mythologie, il traite de ce que le texte appelle la chambre de la Lune. La tablette décrit la Lune comme un récipient creux, utilisant le terme sumérien désignant un objet construit, et non un corps céleste. Elle indique qu'à l'intérieur de la structure se trouvent 7 niveaux, chacun ayant une fonction différente. L'enveloppe extérieure, selon le texte, est faite d'un matériau que les Sumériens appelaient pierre céleste, décrit comme plus dur que n'importe quel métal, mais plus léger que l'eau. La science des matériaux modernes a un nom pour les substances présentant ces propriétés. Nous les appelons matériaux composites ou aérogels. Les Sumériens n'auraient pas dû savoir que ceux-ci existaient. Mais la tablette va plus loin. Elle décrit des chambres internes remplies de ce qui se traduit par de l'air lumineux. Pas de feu, pas de torche, pas de lumière solaire réfléchie, de l'air lumineux. Le texte précise que cette lumière ne brûle pas, ne consomme pas de combustible et ne s'estompe pas avec le temps. Elle existe dans un état d'illumination permanente. La physique moderne reconnaît cela comme une description soit de la bioluminescence, soit de la chimiluminescence, soit d'une forme de plasma stable. Ces trois phénomènes nécessitent une compréhension avancée des états énergétiques. Dans la troisième chambre, la tablette décrit des mécanismes qui contrôlent le mouvement de la Lune. Le texte utilise des termes qui se traduisent par des engrenages, des roues et des systèmes d'engrenages faits de la même pierre céleste, disposés selon des schémas qui maintiennent l'équilibre et régulent le mouvement. Les Sumériens savaient que l'orbite de la Lune n'était pas aléatoire. Ils savaient qu'elle était trop parfaite, trop stable, trop circulaire pour être le résultat d'une capture naturelle par la gravité terrestre. Et ils prétendirent savoir ce qui la maintenait en place. Les mécanismes décrits dans la tablette correspondent à ce que la mécanique orbitale moderne exigerait pour stabiliser artificiellement un satellite. Des stabilisateurs gyroscopiques, des contrepoids, des systèmes de propulsion effectuant des micro-ajustements au fil du temps, le genre d'ingénierie que les scientifiques humains n'auraient vraiment pas théorisé avant le XXe siècle. La deuxième chambre, selon la tablette, sert de ce que le texte appelle la chambre de respiration. Cette section décrit un système qui génère une atmosphère à l'intérieur de la Lune creuse. Les Sumériens n'avaient aucune notion de pression atmosphérique ou de teneur en oxygène. Pourtant, la tablette décrit un processus où certaines pierres, lorsqu'elles sont exposées à l'air incandescent, libèrent des gaz respirables. Le texte note que sans le fonctionnement de cette chambre, les autres niveaux deviendraient des chambres mortuaires. La technologie moderne utilise un processus similaire appelé électrolyse pour séparer l'oxygène d'autres composés. Les stations spatiales l'utilisent pour maintenir de l'air respirable pour les astronautes. La Station spatiale internationale dispose d'un système appelé Oxygen Generation System, système de génération d'oxygène, qui divise les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. Les Sumériens ont décrit ce processus 4000 ans avant que nous ne le mettions en pratique. C'est là que les choses deviennent gênantes pour l'archéologie conventionnelle. La tablette ne décrit pas cela comme de la mythologie. Elle le décrit comme un récit. Le texte commence par une phrase qui se traduit par « tel que vu de mes propres yeux », pas « tel que raconté par les dieux », pas « tel que révélé dans des rêves », tel que vu. Une observation de première main. La tablette affirme que des prêtres sumériens ont été emmenés à l'intérieur de la Lune par des êtres qu'ils appelaient les Anunnaki.
et ce qu'ils ont vu à l'intérieur a changé à jamais leur compréhension du cosmos. Les Anunnaki apparaissent dans des centaines de textes sumériens couvrant plus de 1500 ans. Les chercheurs traditionnels les classent comme des divinités, mais si l'on lit ces descriptions sans le filtre religieux, les Anunnaki ne se comportent pas comme des dieux. Ils mangent, ils dorment, ils saignent, ils vieillissent lentement, ce que les textes attribuent à quelque chose appelé la nourriture de vie. Ils construisent des villes en utilisant des matériaux et de la main-d'œuvre. Ils se déplacent dans des véhicules physiques qui émettent des sons décrits comme du tonnerre. La liste des rois sumériens décrit les Anunnaki comme étant venus du ciel avant le grand déluge et ayant établi la royauté sur terre. Leurs villes sont nommées Eridu, Ur, Nippur. Leurs chefs sont nommés Anu, Enlil, Enki. Leurs guerres sont documentées, et dans de nombreux textes, les Anunnaki sont décrits comme enseignant à l'humanité l'astronomie, les mathématiques, la métallurgie et l'écriture. L'un de ces secrets, selon la tablette VAT 2772, était la vérité sur la Lune. La tablette affirme que la Lune n'est pas un corps céleste naturel, c'est une construction. Un vaisseau amené en orbite terrestre des milliers d'années avant l'existence de la civilisation humaine. Le but, selon le texte, était de stabiliser la planète. Avant l'arrivée de la Lune, la tablette affirme que la Terre vacillait violemment sur son axe, rendant la vie durable presque impossible. Les Anunnaki ont placé la Lune en orbite pour créer des forces de marée, stabiliser l'inclinaison de l'axe et permettre à la vie de s'épanouir. Si cela semble insensé, considérez ce que nous dit l'astrophysique moderne. La Lune est anormalement grande pour un satellite. Sa taille par rapport à la Terre est une valeur aberrante dans notre système solaire. Son orbite est presque circulaire, ce qui est géométriquement improbable pour un objet capturé, et sa composition ne correspond pas à celle de la Terre, ce qui contredit la théorie dominante selon laquelle la Lune se serait formée à partir de débris après une collision planétaire. Il y a un autre problème avec l'explication dominante. L'hypothèse de l'impact géant, la théorie actuellement acceptée, affirme que la Lune s'est formée lorsqu'un objet de la taille de Mars, appelé Theia, est entré en collision avec la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Les débris de l'impact se sont agglomérés pour former la Lune, mais cette théorie présente de sérieux problèmes que les scientifiques reconnaissent discrètement dans leurs articles universitaires, mais dont ils discutent rarement en public. Premièrement, si la Lune s'est formée à partir des débris de la Terre, sa composition devrait correspondre à celle de la Terre. Ce n'est pas le cas. Les échantillons lunaires collectés lors des missions Apollo présentent un rapport d'isotopes complètement différent, en particulier pour les isotopes d'oxygène, ce qui suggère que la Lune ne provient pas de matériaux terrestres. La signature isotopique ne correspond pas. Deuxièmement, la mécanique orbitale de la Lune ne correspond pas au modèle de l'impact géant. Les simulations informatiques de la collision avec Theia montrent que les débris auraient formé un système d'anneaux autour de la Terre, similaire aux anneaux de Saturne, et non un seul satellite consolidé. Pour amener la Lune sur son orbite actuelle à partir d'un champ de débris, les simulations nécessitent de multiples ajustements hautement improbables et des assistances gravitationnelles qui n'ont jamais été observées dans aucun autre système. Et avant d'aller plus loin, j'ai besoin de faire une petite pause. Car ce que je m'apprête à vous raconter prend une tournure bien plus sombre. J'ai réalisé il y a quelque temps que certains éléments ne pouvaient ne pas être pleinement expliqués dans le cadre d'une vidéo. Le décryptage complet des 12 codes, les numéros des tablettes, les passages traduits, la date astronomique qu'ils indiquaient au degré près, j'ai tout consigné dans un document écrit. Vous trouverez le lien ci-dessous et le code QR s'affiche sur votre écran. Maintenant, continuons. Système planétaire. Les calculs ne tiennent la route que si l'on ajoute des variables qui permettent de les faire fonctionner. Et troisièmement, la Lune s'éloigne de la Terre à un rythme de 3,8 cm par an. Ce recul est de mesurer et vérifier. Si l'on inverse ce recul et que l'on calcule à rebours, la Lune aurait été en contact direct avec la Terre il y a environ 1,4 milliard d'années, et non il y a 4,5 milliards d'années, comme l'exige l'hypothèse de l'impact géant. La chronologie ne correspond pas, la composition ne correspond pas, le processus de formation ne correspond pas. Pourtant, cela reste l'explication acceptée, car l'alternative est trop dérangeante à envisager. En 1969, la mission Apollo 12 de la NASA a délibérément fait s'écraser l'étage ascendant du module lunaire sur la surface de la Lune afin de tester l'équipement sismique laissé sur place par Apollo 11. L'impact équivalait à l'explosion d'une tonne de TNT à une vitesse de plus de 6000 km/h. Des sismomètres placés à plusieurs endroits sur le site d'atterrissage ont enregistré la réponse de la Lune à l'impact. Ce qu'ils ont détecté n'aurait pas dû être possible. La Lune a résonné comme une cloche pendant plus d'une heure. Ce n'est pas une métaphore. Les ondes sismiques se sont répercutées à travers la structure lunaire selon un schéma compatible avec un objet creux ou partiellement creux. Les vibrations ont atteint leur pic 55 minutes après l'impact et ont progressivement diminué au cours des heures suivantes. Le Dr Ross Taylor, un géochimiste qui a analysé les échantillons lunaires rapportés par les missions Apollo, a examiné les données sismiques et a déclaré publiquement que le comportement de la Lune lors de l'essai suggérait qu'elle pourrait être creuse, ou à tout le moins que sa structure interne était fondamentalement différente de celle de la Terre.
Le docteur Frank Press du MIT, qui a conçu une partie de l'équipement sismique utilisé dans le programme Apollo, a noté que le schéma de résonance ne ressemblait à rien de ce qui avait été observé en géologie terrestre. Les corps planétaires solides absorbent l'énergie sismique. Ils ne l'amplifient pas. La NASA n'a jamais donné suite à cette découverte par des tests supplémentaires. Les données ont été publiées dans des revues scientifiques, brièvement discutées lors de quelques conférences, puis enfouies sous des décennies de recherches ultérieures axées sur la composition de la surface et l'analyse des cratères. Mais les Sumériens nous avaient déjà dit que la Lune était creuse 4000 ans plus tôt. La septième chambre décrite dans la tablette est appelée la salle des Lumières. Selon le texte, cette chambre est située au cœur de la Lune et sert de centre de contrôle. Les murs sont décrits comme recouverts de cartes stellaires, qui brillent de l'intérieur même du matériau. Les cartes montrent non seulement les étoiles visibles, mais aussi des systèmes qui ne peuvent être observés sans télescope. Une section montre un amas que les Sumériens appelaient le lieu d'origine, décrit comme 7 sœurs dansant dans le vide. Les astronomes modernes ont reconnu qu'il s'agissait des Pléiades, mais la tablette ne se contente pas de mentionner les Pléiades. Elle décrit l'amas avec des détails géométriques, notant les positions des étoiles, leur niveau de luminosité et les étoiles plus faibles entourant le groupe principal. Les Pléiades se trouvent à 444 années-lumière de la Terre. Sans télescope, l'œil humain ne peut voir que 6 ou 7 des étoiles les plus brillantes. Or, la tablette décrit des dizaines d'étoiles selon des configurations qui correspondent aux cartes astronomiques actuelles. Les Sumériens n'avaient aucun moyen d'observer ce niveau de détail. Pourtant, la tablette décrit l'amas avec une précision que les astronomes humains n'ont égalée qu'au XVIIe siècle. À l'intérieur de la salle des Lumières, la tablette décrit une salle de conseil où les Anunnaki prenaient des décisions concernant la Terre. La pièce est circulaire, avec un plafond en dôme reflétant les cartes stellaires. Au centre se trouve une estrade appelée le siège du jugement. Le texte affirme que les humains n'étaient pas autorisés dans cette salle, mais que les prêtres sumériens étaient autorisés à observer depuis un passage extérieur, séparé par une barrière transparente décrite comme plus fine que la soie, mais plus dure que le bronze. Ce qu'ils voyaient était un rassemblement d'êtres qui ne semblaient pas tout à fait humains. Le texte mentionne des crânes allongés, une stature inhabituellement grande, des yeux qui reflétaient la lumière comme du métal poli, et une peau avec une faible luminescence. Des mains aux doigts plus longs et dotées d'une articulation supplémentaire. Ces détails correspondent aux descriptions que l'on trouve dans l'épopée de Gilgamesh et l'Atrahasis. La cohérence entre ces multiples sources est difficile à ignorer. Mais la partie la plus controversée de la tablette ne concerne pas ce qui se trouve à l'intérieur de la Lune, c'est ce qui se trouve à sa surface. Le texte décrit une porte située dans la région sud de la face visible de la Lune. Pas un cratère, pas une formation rocheuse. Une porte. La tablette fournit des repères précis pour la localiser, décrivant la position de la porte par rapport à 2 cratères majeurs identifiés comme Tycho et Clavius. Le texte indique que la porte se trouve entre ces repères, légèrement décalée vers la ligne du terminateur. Il décrit la porte comme encadrée par 2 piliers de pierre céleste, s'élevant chacun à environ 9 à 10 km de hauteur. Entre les piliers se trouve une ouverture en retrait qui reste scellée sauf lorsque les Anunnaki choisissent de l'ouvrir. La porte est décrite comme lisse, sans charnière ni mécanisme visible. Pour les anciens Sumériens, ce n'était pas de la mythologie, c'était de la cartographie. Ils donnaient des indications. En 1994, la sonde spatiale Clémentine a orbité autour de la Lune et a capturé des images haute résolution de toute la surface. La mission était un projet conjoint entre la NASA et le département de la Défense, officiellement chargé de tester des capteurs pour la défense antimissile balistique. Mais les images comportaient quelque chose d'inattendu. Dans la région polaire sud, dans une zone correspondant aux repères décrits sur la tablette sumérienne, les chercheurs ont identifié une formation qui ne correspondait à aucun processus géologique connu. Elle se présentait sous la forme de 2 structures parallèles s'élevant de la surface, distantes d'environ 3 km, avec une ombre en creux entre elles. La formation était symétrique, parfaitement symétrique. La géologie naturelle ne crée pas de symétrie parfaite. Mais cette structure avait des bords nets, des lignes droites, une orientation parallèle. La NASA a classé les images brutes et n'a diffusé au public que des versions en basse résolution. La formation a été expliquée comme un cratère bénéficiant d'un éclairage inhabituel, mais des analystes indépendants qui ont amélioré les images ont remarqué autre chose. Les ombres entre les 2 piliers ne se comportaient pas comme des ombres projetées par la lumière du soleil. Elles étaient trop sombres, trop uniformes et trop profondes. Cela ressemblait à une ouverture. En 2009, le Lunar Reconnaissance Orbiter a mené une nouvelle étude du pôle sud de la Lune à l'aide d'altimétrie laser et de caméras haute résolution capables de distinguer des détails de moins d'1 mètre de large. Cette fois, la résolution était suffisamment élevée pour voir des détails que Clémentine avait manqués. Lorsque le LRO a survolé la formation identifiée 15 ans plus tôt, la NASA a publié un communiqué affirmant que la structure était une crête naturelle causée par une ancienne activité volcanique remontant à des milliards d'années. Mais les images racontaient une autre histoire. Les 2 piliers étaient toujours là, toujours parallèles, toujours symétriques.
Et entre eux, l'ouverture semblait encore plus nette que sur les données de Clémentine. Les chercheurs qui ont analysé les données du LRO accessibles au public ont remarqué quelque chose d'inquiétant. La profondeur de la cavité entre les piliers ne pouvait pas être mesurée avec précision car les capteurs d'altimétrie laser ne détectaient pas de fond. Les lasers rebondissaient sur les bords de la structure, mais ne renvoyaient aucune donnée provenant du centre. Soit l'ouverture était trop profonde pour que l'équipement puisse la scanner, s'étendant au-delà de la portée maximale de l'instrument, soit il n'y avait pas de fond à détecter. Juste un espace vide. La NASA a archivé les données, et celles-ci n'ont été mentionnées dans aucune étude lunaire majeure depuis 2009. La formation n'apparaît dans aucun manuel de géologie, elle n'est mentionnée dans aucun article universitaire sur les caractéristiques de la surface lunaire. Elle existe dans les données, vérifiées et cataloguées, mais officiellement ignorées. Lorsque des chercheurs indépendants ont demandé des images à plus haute résolution de cette zone spécifique, la NASA a rejeté leur demande en invoquant des priorités d'allocation des ressources. La zone a été photographiée des dizaines de fois par le LRO au cours des 15 dernières années, mais aucune de ces images n'a été rendue publique en pleine résolution. La tablette sumérienne décrit la porte comme étant scellée par un mécanisme qui réagit au son. Plus précisément, une séquence de sons que les Anunnaki utilisaient pour ouvrir et fermer le passage. Le texte affirme que seuls ceux qui connaissent la séquence peuvent entrer, et que celle-ci change périodiquement pour empêcher tout accès non autorisé. Ce détail semblait absurde aux traducteurs du début du XXe siècle. Comment le son pourrait-il ouvrir une porte en pierre? Mais en 2003, des chercheurs de l'Université de Californie ont découvert que certaines fréquences sonores peuvent provoquer une modification temporaire de la structure moléculaire des matériaux. Ce phénomène, appelé lévitation acoustique, est désormais utilisé en laboratoire pour manipuler de petits objets sans contact physique. Les scientifiques ont démontré que des ondes sonores à des fréquences spécifiques peuvent créer des motifs d'ondes stationnaires qui exercent une force physique sur les objets, les suspendant ainsi en l'air ou les déplaçant selon des trajectoires prédéterminées. Si un matériau pouvait être conçu pour réagir à des fréquences sonores spécifiques, en modifiant sa densité ou sa rigidité lorsqu'il est exposé aux bonnes tonalités, il pourrait théoriquement créer une serrure fonctionnant sans aucune pièce mécanique. Pas de charnière, pas de loquet, pas de clé, juste du son. Les Sumériens ont décrit cette technologie 4000 ans avant que nous ne découvrions la science qui la sous-tend, et ils l'ont décrite non pas comme de la magie ou un pouvoir divin, mais comme un mécanisme, un outil, quelque chose qui pouvait être compris et reproduit si l'on en connaissait les principes. Il y a un autre problème avec l'explication dominante de l'origine de la Lune. L'hypothèse de l'impact géant, qui est la théorie actuellement acceptée, affirme que la Lune s'est formée lorsqu'un objet de la taille de Mars, appelé Theia, est entré en collision avec la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Les débris de l'impact se sont agglomérés pour former la Lune. Mais cette théorie pose problème. Premièrement, si la Lune s'est formée à partir des débris de la Terre, sa composition devrait correspondre à celle de la Terre. Ce n'est pas le cas. Les échantillons lunaires présentent un rapport d'isotopes complètement différent, en particulier pour les isotopes d'oxygène, ce qui suggère que la Lune n'est pas issue de la Terre. Deuxièmement, la mécanique orbitale de la Lune ne correspond pas au modèle de l'impact géant. Les simulations informatiques de la collision montrent que les débris auraient bien formé un anneau autour de la Terre, et non un seul satellite consolidé. Pour placer la Lune sur son orbite actuelle, les simulations nécessitent de multiples ajustements improbables qui n'ont jamais été observés dans aucun autre système planétaire. Et troisièmement, la Lune s'éloigne de la Terre à une vitesse de 3,8 cm par an. Si l'on inverse ce mouvement d'éloignement, la Lune aurait été en contact avec la Terre il y a environ 1,4 milliard d'années, et non 4,5 milliards d'années. Les calculs ne tiennent pas la route. En 1970, deux scientifiques soviétiques, Mikhail Vassin et Alexandre Shcherbakov, ont publié un article intitulé « La Lune est-elle une création d'une intelligence extraterrestre ?» Cet article a été publié dans Sputnik, une revue scientifique soviétique à diffusion internationale, et présentait un argumentaire détaillé selon lequel la Lune est une structure artificielle. Vassin et Shcherbakov n'étaient pas des chercheurs marginaux. Ils étaient membres de l'Académie des sciences soviétiques et possédaient une formation en astrophysique et en ingénierie. Ils ont analysé les mêmes données que celles recueillies par la NASA lors des missions Apollo et ont conclu que la taille, l'orbite, la densité et les propriétés sismiques de la Lune étaient incompatibles avec une formation naturelle. Ils ont émis l'hypothèse que la Lune est une coquille creuse, dont l'épaisseur extérieure pourrait atteindre des milliers de kilomètres, mais qui serait en grande partie vide à l'intérieur, conçue pour abriter une civilisation avancée ou servir de base d'opération permanente à des êtres surveillant la Terre. L'article documentait méticuleusement les anomalies. La densité de la Lune est de 3,34 g par centimètre cube. La densité de la Terre est de 5,5 g par centimètre cube. Si la Lune s'était formée à partir du même matériau que la Terre, leur densité devrait en être similaire. Elles ne le sont pas. La Lune est trop légère pour sa taille. Vazin et Shcherbakov ont calculé que si la Lune était une sphère solide de roche et de métal correspondant à sa masse observée,
Elle devrait être composée de matériaux nettement moins denses que tout ce que l'on trouve sur Terre. Avant de passer au code suivant, arrêtez-vous un instant. Ce que vous venez d'entendre à propos du code 9, c'est ce qui change tout. Mais cela n'a de sens que lorsque vous le voyez écrit à côté de la notation sumérienne originale. Le nombre d'habitants, les conditions de déclenchement, tout se trouve dans le document dont le lien figure ci-dessous. Prenez 5 secondes dès maintenant, allez le consulter, puis revenez. Car ce qui suit s'appuie directement là-dessus. Le lien se trouve dans la description, le code QR est sur votre écran. La seule explication qui correspondait aux données était un intérieur creux avec une coque externe relativement mince. L'article a été rejeté par les scientifiques occidentaux traditionnels, qui l'ont qualifié de propagande soviétique ou de spéculation scientifique. Mais il n'a jamais été réfuté. Personne n'a publié de réfutation abordant les données. Personne n'a proposé d'explication alternative résolvant le problème de densité ou les anomalies sismiques. L'article a simplement disparu du discours académique. Les questions qu'il soulevait restent sans réponse 50 ans plus tard. La tablette sumérienne affirme que les Anunnaki ne se sont pas contentés de construire la Lune. Ils l'ont peuplée. Le texte décrit une colonie permanente à l'intérieur de la 7e chambre, où les Anunnaki vivaient tout en supervisant le développement de la Terre. Selon la tablette, la population se comptait par milliers, et ils sont restés à l'intérieur de la Lune pendant ce que les Sumériens appelaient des âges innombrables. Le texte indique également que certains Anunnaki se trouvent toujours à l'intérieur, entretenant les mécanismes qui maintiennent la Lune en orbite. Si cela est vrai, cela expliquerait pourquoi l'orbite de la Lune est restée stable pendant des millions d'années malgré des forces qui auraient dû la déstabiliser. Quelque chose la maintient activement. En 1972, l'astronaute d'Apollo 17 Harrison Schmitt a rapporté avoir vu des flashs de lumière à la surface de la Lune qui ne pouvaient s'expliquer ni par le rayonnement solaire, ni par un dysfonctionnement de l'équipement. Schmitt était un géologue de formation, le seul scientifique à avoir marché sur la Lune, et il a décrit ces lumières comme se déplaçant de manière indépendante, apparaissant en grappe près des hautes terres du Sud, puis disparaissant sans laisser de traces. Ces lumières n'étaient pas aléatoires, elles suivaient des schémas précis. D'autres astronautes des missions Apollo précédentes ont rapporté des phénomènes similaires, bien que la plupart aient hésité à en parler publiquement par crainte d'être ridiculisés. Les lumières ont été consignées dans les journaux de bord des missions, photographiées lorsque cela était possible, mais jamais étudiées par la NASA à titre officiel. L'explication de la NASA était le dégazage, c'est-à-dire la libération de gaz piégés sous la surface lunaire. Mais le dégazage ne produit pas de lumière. Il ne se déplace pas selon des schémas coordonnés, et il ne se produit pas de manière répétée aux mêmes endroits pendant des décennies. Les lumières que Schmitt a vues étaient intentionnelles, elles étaient contrôlées, et elles sont observées depuis des siècles par des astronomes amateurs équipés de puissants télescopes. Le phénomène est si courant et si bien documenté qu'il porte un nom officiel dans la littérature astronomique: les phénomènes lunaires transitoires. Des centaines d'observations vérifiées, des milliers de rapports, aucune explication qui satisfasse le comportement observé. Certains de ces rapports remontent aux années 1700, bien avant l'astronomie moderne ou l'exploration spatiale. William Herschel, l'astronome qui a découvert Uranus, a rapporté avoir vu des taches rouges lumineuses à la surface de la Lune en 1783. Il a documenté 3 lumières distinctes se déplaçant à travers la région de la mare Imbrium pendant plusieurs heures. Ces notes décrivent ces lumières comme une activité volcanique, mais il n'y a pas de volcan actif sur la Lune. La Lune est géologiquement morte. Elle l'est depuis des milliards d'années. Pourtant, les lumières continuent d'apparaître. La tablette décrit également ce qui se passe lorsque la porte s'ouvre. Selon le texte, lorsque les Anunnaki décident de quitter la Lune, la porte s'ouvre dans un bruit semblable à un coup de tonnerre, et la lumière jaillit de l'ouverture. La surface environnante, que les Sumériens appelaient le désert gris, s'illumine comme si elle était touchée par le soleil. Le texte affirme que cet événement est rare, ne se produisant que lors d'alignements célestes spécifiques, et que lorsqu'il se produit, les Anunnaki émergent dans des vaisseaux que les Sumériens décrivaient comme des bateaux célestes. Ces vaisseaux sont décrits comme étant faits de la même pierre céleste que la Lune elle-même, capables de voyager entre les mondes sans flamme ni fumée. Les descriptions correspondent presque exactement au concept moderne de vaisseaux spatiaux, métalliques, sans soudure, silencieux. Les Sumériens n'avaient aucun repère pour une technologie comme celle-ci. Pourtant, ils l'ont décrite avec précision. En 1968, Apollo 8 est devenu la première mission habitée à orbiter autour de la Lune. La veille de Noël, l'astronaute Bill Anders a photographié la célèbre image Earthrise. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'Anders a également photographié autre chose. Sur un cliché, pris pendant l'orbite lunaire, un objet sombre apparaît au-dessus de l'horizon, se déplaçant indépendamment du vaisseau spatial. L'objet était de forme grossièrement cylindrique, d'une longueur estimée à plusieurs centaines de mètres, et il ne faisait pas partie de la mission Apollo. La NASA a examiné l'image et l'a classée comme débris spatiaux, mais les débris ne se déplacent pas selon des trajectoires contrôlées, et ils n'apparaissent pas en orbite lunaire par hasard.
L'image a été archivée et n'a plus fait l'objet de discussions publiques depuis. Les Anunnaki apparaissent dans bien plus que les textes sumériens. Ils sont mentionnés dans des documents akkadiens, babyloniens et assyriens, couvrant des milliers d'années. Dans chaque culture, l'histoire est la même. Des êtres venus du ciel qui ont enseigné à l'humanité l'agriculture, les mathématiques, l'astronomie et le droit. Ils ont construit les premières villes, ils ont établi les premiers gouvernements, et une fois leur travail accompli, ils sont retournés dans le ciel. Les textes décrivent cela comme un départ, et non comme une disparition. Les Anunnaki ne sont pas morts, ils ne se sont pas évanouis dans le mythe, ils sont partis, et selon les Sumériens, ils sont partis par la porte sur la Lune. En 1976, la mission Viking de la NASA vers Mars a photographié une région appelée Sidonia. Parmi les images figurait une formation qui ressemblait à un visage, ainsi que plusieurs structures en forme de pyramide à proximité. Le visage sur Mars a fait sensation dans le monde entier, et la NASA l'a écarté comme un jeu d'ombre et de lumière. Mais des missions ultérieures vers Mars, notamment celle du Mars Reconnaissance Orbiter, ont capturé des images de plus haute résolution de la même région. Le visage était toujours là, les pyramides étaient toujours là, et de nouvelles structures sont apparues, invisibles sur les images de Viking. Des plateformes géométriques, des arêtes droites, des angles droits, le genre de caractéristiques qui n'existent pas dans la nature. L'explication de la NASA est restée la même, une géologie naturelle, mais le schéma est familier. Écarté, archivé, passé à autre chose. La tablette sumérienne se termine par un avertissement. Elle affirme que la porte sur la Lune restera scellée jusqu'à ce que l'humanité atteigne un niveau de compréhension digne de ce qui se trouve à l'intérieur. Les Anunnaki, selon le texte, attendent, pas en tant que Dieu, pas en tant que conquérant, en tant qu'enseignant. Mais la connaissance qu'ils possèdent, prévient la tablette, est dangereuse pour ceux qui ne sont pas prêts. Le texte décrit des civilisations antérieures qui ont eu accès à la technologie des Anunnaki et se sont détruites avec elle. La Lune, affirme la tablette, est à la fois un cadeau et une épreuve. Si l'humanité parvient à prouver qu'elle est prête, la porte s'ouvrira. Sinon, elle restera scellée jusqu'à ce que nous le soyons. Il n'y a aucun moyen de vérifier les affirmations de la tablette. Nous ne pouvons pas pénétrer à l'intérieur de la Lune. Nous ne pouvons pas scanner son intérieur avec suffisamment de précision pour confirmer ou infirmer l'existence de chambres. Et nous ne pouvons pas forcer la NASA à divulguer des données classifiées issues de missions menées il y a plus de 50 ans. Mais nous pouvons examiner les preuves accessibles au public. La taille et l'orbite inhabituelle de la Lune. Son comportement sismique qui donne une impression de cavité. Les structures inexpliquées photographiées par de multiples missions. Les descriptions concordantes dans des textes anciens séparés par des milliers d'années et des milliers de kilomètres. Et le fait que chaque fois que quelqu'un pose les questions difficiles, les réponses sont les mêmes. Formation naturelle. Coïncidence. Anomalie de la lumière. Passez votre chemin. La tablette se trouve toujours à Berlin. Vous pouvez demander à la consulter en passant par les voies officielles, bien que la photographie soit interdite et que l'accès soit limité. La traduction a été révisée par des pairs à plusieurs reprises, et bien que certains chercheurs débattent du choix de certains mots, le sens général est cohérent. Les Sumériens croyaient que la Lune était creuse. Ils croyaient qu'elle avait été construite, et ils croyaient qu'il y avait une porte à sa surface qui menait à l'intérieur. La question de savoir s'ils avaient raison reste ouverte. Mais le fait qu'on ne nous autorise pas à poser cette question publiquement devrait vous mettre la puce à l'oreille. Si vous souhaitez découvrir d'autres analyses de textes anciens que l'establishment ne veut pas que vous lisiez, abonnez-vous dès maintenant. La semaine prochaine, je parlerai des écritures védiques qui décrivent en détail les armes nucléaires, y compris le rayon d'action, les retombées radioactives et les effets à long terme sur le sol. Le genre de connaissances qui ne devrait pas figurer dans des textes écrits il y a 3000 ans. La Lune ne va nulle part, elle est toujours là-haut, toujours parfaitement positionnée, toujours aussi sonore quand on la frappe. Et quelque part sur sa surface, si les Sumériens avaient raison, il y a une porte qui attend.